je m'appelle j'ai compris. Bonjour, je m'appelle Alexis Jacques, je suis étudiant en sciences humaines au Cégep de Sherbrooke. Dans le cadre d'un projet de recherche de fin d'études, là, j'obtiens mon DEC à la fin de mai, donc à la fin de la présente session. Je mène un large projet de recherche là, qui est axé surtout sur les tangentes du climat médiatique actuel. Donc, j'essaie le plus possible là, d'obtenir sur le terrain une collecte de données qui rencontre des clivages qu'on peut observer là, autant d'un côté comme de l'autre du spectre normatif politique actuel. Donc, j'essaie là, le plus possible de mener un projet scientifique qui peut expliquer les causes qui mènent à cette espèce de division sociale-là qu'on peut observer et tout ça. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai demandé à Madame Blanc aujourd'hui d'être passée en entrevue, ce qu'elle a gentiment accepté. C'est avec plaisir. Alors, Merci. oui, je vous écoute. Excellent. Donc, vous permettez que je vous enregistre à mon tour. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est très gentil de prendre le temps. Euh, donc, premièrement, je vous demanderai de vous présenter si c'est possible. Quel est Oui, votre nom, vos oui. postes? Michel Blanc, consultante conférencière et auteur, spécialiste du marketing de contenu, du commerce en ligne, des médias sociaux et accessoirement enseignante à HEC Montréal et à l'Université de Sherbrooke. Alors, voilà. Intéressant. Puis, votre parcours académique, comment il s'est développé avec le temps? Euh, j'ai un éventail assez large. J'ai fait mon cégep avec orientation sciences pures appliquées au Collège militaire royal de Saint-Jean. Après ça, il me manquait 4 cours de philo pour avoir un DEC. Donc, j'ai fait ça au cégep de Sainte-Foy. Après ça, à l'Université Laval, j'ai fait un baccalauréat multidisciplinaire avec un mineur en politique, mineur en relations industrielles et bloc complémentaire en psychologie et relations publiques. J'avais commencé la maîtrise en anthropologie culturelle. J'ai fait le propédeutique et j'ai arrêté en cours de route. Je suis arrivé sur le marché du travail. J'ai travaillé plusieurs années en technologie pour, par la suite, à 40 ans, retourner aux études et faire une maîtrise scientifique en commerce électronique à HEC Montréal. Et après ça, ben, j'ai fondé une première entreprise qui s'appelait Adviso Conseil, qui est encore en existence. Au bout de 3 ans, schisme entre les 4 fondateurs. Donc, shotgun, 2 contre 2. Alors, j'ai vendu Adviso et je suis parti à mon compte, seul, ce que je fais depuis plus de 20 ans. Fort intéressant. Vous avez un parcours riche et diversifié. Donc, puis là, justement, vous avez évoqué que vous êtes spécialiste en commerce électronique. Bon, l'entrevue porte principalement sur ce qu'on voit ces temps-ci dans les médias, puis tout ça. Donc, est-ce que vous pensez que les médias sociaux, donc sur lesquels vous êtes assez actifs, là, jouent un rôle dans la propagation de ce clivage-là, accessoirement, effectivement, les fausses informations, les fausses nouvelles, ou est-ce qu'il y en a, tout simplement? Pouvez-vous m'expliquer tout ça? Oui, c'est sûr que les médias sociaux sont un outil de démultiplication des nouvelles. La question, c'est est-ce que c'est de là que partent les fausses nouvelles? Certains le prétendent. Moi, je pense que ça part aussi des médias traditionnels parce que, bon, il y a certainement ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Puis encore là, il y a une évolution dans ce qu'on appelle le journalisme citoyen dans le temps. Maintenant, oui, les médias sociaux participent à la dissémination de fausses nouvelles, mais oui, les médias traditionnels aussi font de la malinformation à certains égards pour Mhm. différentes raisons. Et par la suite, ben, ça peut dégénérer dans les médias sociaux. Tout à fait. Ben oui, c'est logique aussi là, que personne n'est à l'abri. Donc, ma prochaine question, c'était est-ce que les médias sociaux, pour vous, c'est plutôt un bel espace pour qu'on débatte des idées en circulation? Oui et non, parce qu'encore là, il y a plusieurs médias sociaux, il y a plusieurs orientations politiques des médias sociaux.
Les médias sociaux sont nichés au niveau sociodémographique, au niveau fonctionnel aussi, et au niveau géographique. Par exemple, évidemment, il y a des médias sociaux ici qu'on utilise qui sont principalement américains. Il y a des médias sociaux chinois qui ont commencé à prendre de l'expansion de façon assez importante. Mais évidemment, si on parle de la Chine, en Chine, ils ont leurs propres médias sociaux, pareil comme en Russie. Vous avez peut-être entendu parler de V-Contacté, qui est le Facebook russe. Donc, quand on dit les médias sociaux, c'est un gros ensemble. Puis évidemment, tout n'est pas égal d'un média social à l'autre. Et même à l'intérieur des médias sociaux, il y a plusieurs mouvements qu'on pourrait observer. Maintenant, si on revient spécifiquement au Canada, effectivement, avec Facebook, on s'est rendu compte qu'il y avait l'éclosion de bulles informationnelles ou de bulles d'idées, parce que sur Facebook, la manière que ça fonctionne, c'est que vous n'êtes exposé qu'au contenu des gens que vous suivez. Donc, les gens que vous ne suivez pas, ben, vous ne voyez pas leur contenu. Vous ne voyez que des gens que vous avez acceptés comme amis. Maintenant, si vous avez une page, évidemment, les gens peuvent s'abonner à votre page. Et ces pages-là, ou même chose sur les profils, les gens peuvent vous suivre. Vous avez le choix des enlever ou des laisser. Mais évidemment, on s'entend que qui se ressemble s'assemble. Souvent, ça peut être ce qu'on peut expliquer être comme des bulles. Si on prend Twitter, par exemple, c'est complètement différent. Twitter, vous décidez de suivre un paquet de gens et vous n'êtes pas nécessairement amis avec ces gens-là, mais vous les suivez. Maintenant, la page d'accueil de Twitter va quand même vous donner tous les gens que vous suivez comme information. Mais très rapidement, dans les commentaires, avec aussi ce qu'on appelle les hashtags, mots-clics, là. les mots-clics du moment, bien évidemment, vous pouvez facilement sortir de votre zone de confort et interagir avec un paquet d'autres gens que vous ne suivez pas nécessairement, ce qui n'est pas le cas sur Facebook. Alors, le phénomène des bulles est beaucoup plus opportun sur Facebook qu'il peut l'être sur Twitter. Maintenant, sur Twitter, l'autre particularité, c'est que Facebook, ben, c'est monsieur, madame, tout le monde. Twitter, c'est les super communicateurs, les journalistes, les gens qui font 80% des contenus hors de Twitter. Donc, ce sont des influenceurs. Mais évidemment, au travers de ça, il y a aussi des bots, des robots qui peuvent être contrôlés par différents gouvernements ou différents organismes pour pousser certaines idéologies qui vont apparaître plus prédominantes sur, par exemple, Twitter. Phénomène, vous avez aussi des bots et vous avez aussi des informations sur Facebook. Mais évidemment, Twitter, une des particularités de Twitter par rapport à tous les autres médias sociaux, c'est que ça induit ce qu'on a appelé le web en temps réel. Alors, Twitter a changé le journalisme. Puis on va se souvenir, un des événements fondateurs de cette réalité-là, c'est l'écrasement d'un avion sur la rivière Hudson à New York. Alors, les premières photos qui ont apparu, les premières informations qu'on a eues sur l'écrasement, plutôt l'amérissage de cet avion-là, c'était sur Twitter. Même chose avec la mort de Michael Jackson. Quand Michael Jackson est mort, tout le monde voulait savoir comment il est mort. Est-ce que finalement son nez lui a implosé au visage? On ne savait pas. Donc, quand on allait sur Google, on cherchait Michael Jackson et on tombait sur son vieux site. Évidemment, ben, on n'avait pas l'information sur ce qui s'était passé. À partir de ce moment-là, Google a fait un deal avec Twitter pour pomper les résultats de Twitter et les induire dans les résultats naturels pour faire justement ce qu'on appelait du web en temps réel. Le deal a duré 2-3 ans. Après ça, Google a essayé de shifter Twitter en faisant son Google+, et en saisissant les infos de Google+, pour les mettre en page d'accueil, pour essayer de reproduire le web en temps réel. Mais Google+ n'a pas eu une vie très, très longue. Alors, ils sont revenus avec Twitter. Donc, Twitter, c'est quand même un outil
assez particulier. Mhm. On va se rappeler que tout le scandale de Cambridge Analytica, c'était sur Facebook et non pas sur Twitter. Par contre, on s'est rendu compte au cours des derniers mois, des dernières années, que Twitter était utilisé notamment par les services de renseignement américains et par la gang à Biden pour fausser les résultats, pour censurer massivement. Ça a commencé avec la censure de Donald Trump. Après ça, il y a 90 000 comptes républicains qui avaient été censurés sur Twitter. Donc, il faut quand même pas oublier que les médias sociaux, pareil comme les médias traditionnels, sont la propriété de multimillionnaires et que souvent, bien évidemment, eux, ils orientent le média ou le média social selon leur bon vouloir et selon leur propre billet Mhm. quant à l'information, quant à la Intérêt. politique. C'est sûr. Puis ce qui est fascinant, je dirais, avec Twitter, c'est que c'est peu utilisé quand même, là. Au Québec, je pense qu'il y a 6% à peu près des Québécois qui Tout à l'utilisent. Donc, fait. C'est peu utilisé, mais encore une fois, les gens qui l'utilisent sont des gens qui font des contenus hors de Twitter. Donc, c'est des communicateurs, des journalistes, des gens de relations publiques, des gens qui sont extrêmement informés au niveau de la politique, au niveau de la société, etc. et qui ont une position à défendre, j'imagine, souvent. Oui, ou des opinions à défendre. Alors c'est ça. Disons que c'est beaucoup plus actif en termes de discussion que ne peut l'être Facebook, par exemple. Tout à fait. Bon, excellent. Puis, est-ce qu'en général, c'est ça, tout ce que vous dites, donc, bon, ça rejoint un peu le phénomène de l'algorithme aussi, l'algorithmisation. Ça forme, bon, vous dites des bulles, mais c'est comme une chambre d'écho au final. C'est qu'on s'entend parler, Parce que, on- encore une fois, ça dépend de quel média social vous parlez. Définitivement sur Facebook, un peu moins sur Twitter. OK. Excellent. Bon, ça répond bien à ma question dans ce cas-là. Puis là, je vois là, avec ce que vous publiez, souvent là, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que vous prévoyez des impacts futurs pour notre avenir numérique ou Oui, puis c'est pas joyeux. Entre autres, là, on voit pulluler des gens qui disent bon, prenez un cours de comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire vos contenus sur le web. Sauf que ce que j'oublie de dire, c'est que Google pénalise fortement ce qu'on appelle des contenus dupliqués. Et évidemment, ben, qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? C'est des contenus dupliqués. Donc, c'est un copier-coller de ce qui se retrouve déjà sur le web et reformulé avec une certaine constance lexicale parce qu'on sait après quel mot devrait être le mot qui va venir et ainsi de suite. Évidemment, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire vos contenus, ben, il n'y aura rien d'original et Google valorise l'originalité. Donc, en pensant vous sauver du temps, ben, vous vous tirez dans le pied et très rapidement, vous risquez, et ça a été éprouvé dernièrement, que vous allez reculer dans l'index des résultats et finalement, ben, vous n'obtiendrez pas l'objectif pour lequel vous avez utilisé ces contenus-là à prime abord. Donc, c'est pas winner d'utiliser ces contenus-là. Par contre, de s'en servir pour vous inspirer, c'est une autre histoire. Maintenant, moi, ce que je valorise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est comment être intéressant au lieu d'être intéressé. Il y a beaucoup de narcissisme communicationnel sur le web. Alors, c'est mon produit, mon service, moi, mon entreprise, moi, mon service, mon produit. Ça écœure tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de différent euh, pour être efficace? ouais. Ben, au lieu de parler de ton produit, de ton service, parle de ton sujet. Si tu parles de ton sujet, tu deviens intéressant. Puis évidemment, mais c'est beaucoup plus difficile de parler de son sujet que de parler de soi. Par exemple, On prend parti. j'ai déjà eu quelqu'un dont la famille avait des magasins de matelas. On s'entend que de parler de matelas, c'est quand même plate, mais tu n'as pas le choix. Il faut que tu décrives les matelas que tu vas vendre, puis bon, pourquoi ils sont bons, comment ils sont faits, etc., etc. L'autre question, mais quoi d'autre? Comment tu peux parler des matelas sans parler des matelas?
Ben, la réponse est justement, parle de l'histoire des matelas. D'où ça vient les matelas? Comment les matelas ont évolué dans le temps? Les matelas dans la littérature, les matelas dans la poésie, au cinéma. Bon, bref, il y a 2000 manières de parler des matelas qui seraient plus intéressants qu'intéressés. Puis si tu deviens, Importance du sommeil à la rigueur. donc si tu viens la sommité du sujet matelas, ben, par défaut, tu vas vendre des matelas. Ok, je comprends. Ben, c'est bien intéressant. Fait que vous sentez-vous, ben, pas vous personnellement, mais est-ce que l'intelligence artificielle pourrait menacer certains emplois ou certains modes de pensée ou peu importe? Tout à fait, mais en même temps, quand les technologies et l'information sont arrivées, on disait que ça allait faire disparaître des centaines d'emplois, ce qui est vrai, mais ça a aussi créé des milliers d'emplois, ce qui est aussi vrai. Alors, l'intelligence artificielle, ben, évidemment, ça va modifier bien des choses, mais ça va créer des emplois de gens qui alimentent cette intelligence-là, qui la paramètrent, qui la contrôlent, qui la diffusent. Bon, alors, c'est certain que, tu sais, l'information est ubiquitaire. L'information est partout. Par contre, ce qu'on veut, c'est pas la somme des informations, c'est avoir des réponses à nos questions. Maintenant, avoir des réponses à nos questions, on se rend compte avec l'intelligence artificielle que souvent, elle exagère, puis elle ment, ouvertement. Alors, la réponse qui est là, qui a l'air tout à fait logique, ben, ça prend quelqu'un pour l'interpréter puis dire est-ce que c'est de la bullshit ou est-ce que c'est vrai? Okay? Et là, bien évidemment, on va devoir développer un sens critique qu'on n'a peut-être pas très, très poussé au moment où on se parle. Ce qui amène aussi à la question des informations. Tu sais, ce qui est quand même ironique avec ce qu'on a appelé le mouvement de conspirationnistes, Hmm. c'est qu'eux disaient faites vos recherches. Alors, on s'est mis à ridiculiser le fait de faire ces recherches. Pourtant, c'est ça qui est la logique. C'est Faire ces intéressant. recherches, ah ben, c'est là que tu risques d'avoir une information qui est plus neutre et c'est là que tu risques de savoir un peu le pourquoi du pourquoi. Donc, au contraire, il faut valoriser le faites vos recherches. C'est même ça la pensée scientifique. La pensée scientifique, c'est pas d'accepter un dogme, c'est de le questionner et c'est de essayer de le reproduire, voir si c'est reproductible et évidemment, ben, d'arriver avec une loi et d'essayer de détruire cette loi pour voir si la loi est fondamentale ou si finalement c'est rien qu'une suite accidentelle de résultats qu'on pourrait avoir eu. Fait que on est à une drôle d'époque où l'information est multiple, mais en même temps où on dévalorise publiquement le fait de se questionner et le fait d'essayer d'aller un peu plus loin. Ça comme pas de bon sens. Ouais, c'est ce qui pourrait favoriser justement le clivage idéologique dont on parle, parce que l'histoire l'a prouvé, à mon avis, là, tout dans les extrêmes n'a jamais été positif, puis on dirait que c'est ce que ça crée là, des extrêmes. Là. On est soit à l'un ou à l'autre bout d'un axe, là, puis je pense pas que c'est bien pour quiconque, là, Non. mais Et en plus de ça, ben, on a aussi perdu un peu la culture, ben, on l'a peut-être jamais eu aussi, mais la culture du débat. Si on regarde les médias en France, on regarde les médias au Québec, on valorise une unanimité. En France, on valorise les débats. Alors, tu sais, il n'y a pas de problème de mettre quelqu'un de la droite puis de la gauche puis qui s'obstine pendant une demi-heure à la TV. On trouve ça bien bon. Ici, non, 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 non. Ici, il ne faut pas faire ça. Bon, puis divertissant, ouais. on va diaboliser la position adverse au lieu de tenter de discuter et d'arriver à un consensus ou de démontrer pourquoi la position adverse n'est pas valable. Tu sais? Alors, C'est la vision manichéenne, là, donc il y a le bien et le mal, puis tous ceux qui croient pas en nos idées sont mauvais et tout ça, là. oui, Ça se voit des deux côtés, à mon avis, là. puis ce qui est malheureux, c'est que la nature est multiple et complexe. On est dans une société qui valorise la binarité, droite, gauche, haut, bas, blanc, noir, bon, tu sais. Mais il y a beaucoup, beaucoup de zones de gris. Mhm. On est mal à l'aise avec les gris. Ben, Vous le en êtes gris, l'exemple, là, à mon avis, de ce gris-là. pardon? Vous en êtes un exemple de ce gris-là, à mon avis. Ben oui, c'est une manière de voir ça. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un qui disait que moi, j'étais une anomalie. J'ai dit non, je ne suis pas une anomalie, je suis une expression différente de la nature.
Fait que, bon, tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de trans, mais il n'y a pas beaucoup de pourcentage de yeux bleus. Alors, est-ce que les yeux bleus sont une anomalie? Non, c'est une expression différente de la nature. Est-ce que les trisomiques, c'est une anomalie? Non, c'est une expression différente de la nature. Puis, Une richesse là, pour, à certains égards, montrer. évidemment, ça dépend comment qu'on voit la diversité. Les albinos, est-ce que les albinos, c'est une anomalie? Non, c'est une expression différente de la nature, ça se retrouve partout. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les albinos? Bon, en Afrique, il y a plusieurs Ouais, pays où est-ce on va les tuer parce que c'est épouvantable. Pourtant, il y a d'autres cultures qui vont les valoriser. c'est ça. Alors, bon, comment qu'on réagit avec le gris, tu sais? Alors, Plusieurs manières de le voir, c'est ça. Donc, j'ai pas mal conclu cet aspect-là sur le commerce électronique, ce qui était pas mal le point de départ de l'entrevue. Maintenant, pour faire suite là, justement à la tangente du climat médiatique, qui est un peu le cœur de mon travail, j'avais envie de vous entendre. Là, vous tenez quand même une posture, c'est son là brièvement abordé, une posture qui est critique des médias. Et des courants même actuels, on va penser au woke, là, je pense que vous l'avez dénoncé à quelques reprises. Je me demandais pourquoi cette posture critique-là. Est-ce que c'est important pour vous de la faire entendre? écoutez, en 2018, je me suis présenté en politique. Cet Parti québécois. été-là, il y a eu les premiers mouvements d'éclat des woke. On avait cancellé le spectacle de Robert Lepage Ah, je me souviens, oui. en le traitant de raciste. Pourtant, un mois avant cet événement-là, il était au festival, dont je ne me souviens pas le nom, en Ontario, Mm, où pour la première fois en 200 ans, il montait une pièce de Shakespeare dont le personnage principal était un noir. mm, Puis un mois plus tard, il est rendu raciste. mm. Ça n'a comme pas de bon sens. Euh, Puis il y a eu plusieurs événements de cancel culture cet été-là. Au même moment, moi, je me présente en politique et moi-même, je me suis fait canceller. J'ai été harcelé par les soi-disant antifascistes, par Québec solidaire, par les étudiants de l'UQAM et de Concordia. Et j'étais la mauvaise trans parce qu'évidemment, je n'étais pas au Québec solidaire, donc j'étais une mauvaise trans. Comme s'il y a des bons et des mauvais, dans le Ouais, sens. c'est ça. Donc, si t'es QS et t'es trans, sinon, t'es pas bonne. Puis en même temps, ben, c'est ça, il y a eu plusieurs événements là, dont j'étais la cible et dont, évidemment, ça a permis ma tension à monter, à monter, à monter. Tu sais, comme par exemple, justement, j'avais fait un slogan, si vous pensez voter blanc, n'oubliez pas que mon prénom est Michel. Alors, voter blanc, c'est une expression qui est vieille comme le monde. Ça veut dire justement d'aller au bureau de vote, mais de laisser son bulletin de vote intact, et le Ouais. dire. Mais là, tout d'un coup, j'incitais les gens à voter pour les Blancs. J'étais raciste, c'était épouvantable. Ça montait en épingle. Pourtant, mon nom de famille, c'est quand même Blanc. Bon, puis là, ça fait le tour des médias. Michel Blanc, raciste, elle incite à voter Blanc. Euh, Mal interprété, là. il y a eu plusieurs exemples de même que ça n'avait pas de bon sens. Après ça, il y a toute la question de la neutralité journalistique. En principe, le journalisme doit présenter des faits et doit, autant que faire se peut, présenter les deux côtés d'une médaille. Tu sais, si on dit le verre est empli à 50 si on dit que le verre est à moitié plein ou si on dit que le verre est à moitié vide, euh, les deux énoncés sont biaisés. Hein? Évidemment, il y en a un qui dit qu'il va se remplir, l'autre dit qu'il va se vider. Pourtant, dans les faits, le verre est plein à 50. C'est ça. Les deux sont vrais, c'est ça. Bon, maintenant, avant la course électorale, le PQ perdait deux conseillers. Le titre, le PQ en déroute. Les libéraux perdaient 30 ministres et députés. Le titre, les libéraux
voyons, en tout cas, Recul ou ouais, ouais, ça se diversifie, là, tu sais, bon, c'est ça. Fait que ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Euh, ma, ma concurrente, moi, je me présentais sur le plateau, dans Mercier. dans Mercier, c'est ça. Rouba Ghazal, d'origine libanaise. On la présentait comme la candidate ayant une maîtrise en environnement, la femme forte de l'environnement. Moi, j'ai une maîtrise en commerce électronique et on me présentait comme la candidate transsexuelle. On ne parlait pas de l'origine libanaise de Mme Ghazal, on parlait de sa formation. Moi, on ne parlait pas de ma formation, on parlait de mon identité de genre. C'est un peu simpliste. Euh, bon, tu sais, il y a que deux exemples. C'est ça, on disait le Parti libéral se renouvelle. C'est ça, il se renouvelle. Il y a 30 personnes qui partent, mais il se renouvelle. Puis, c'est même pas des candidats ou des ministres péquistes qui s'en vont, c'est deux conseillers qui changent de camp, puis ils sont en déroute. T'sais. Fait que la neutralité journalistique, puis Mme Gazal a été invitée 3 fois à 24 heures en 60 minutes. Moi, je n'ai jamais été invité. Fait que là, tu sais, si on parle de neutralité journalistique, comment qu'on la mesure, cette neutralité-là? Elle est où, cette neutralité-là? Ouais. Comment qu'on présente les faits? On va revenir plus récemment avec la COVID. On va quand même rappeler que rien qu'au niveau provincial, les médias se partageaient 18 millions par mois de dollars publicitaires. On ne parle même pas de la publicité du fédéral, on parle rien que du provincial. On ne parle pas non plus de toutes les sommes qui ont été données pour aider à passer au travers de la COVID. Là. Rien qu'en publicité provinciale pour la COVID, 18 millions. Après ça, on ne sera pas étonné que les questions soient très, très mielleuses quand il arrivait devant le premier ministre, M. Arruda. Là, on s'entend, là. Puis, je ne dis pas que les journalistes sont biaisés, mais je dis que les journalistes, évidemment, ils fonctionnent dans un contexte, puis tu ne nourris pas la main, tu ne mords pas la main qui te nourrit. Là, on s'entend. Maintenant, ça, c'était pas rien qu'un phénomène au Québec. C'est un phénomène qui était réparti à la grandeur de la planète. Là. C'était pas la couverture pro-COVID était généralisée. Là, il y avait le slogan, là, moi, je crois à la science. La science, c'est pas une religion. Là, tu ne crois pas en la science. La science, tu la questionnes. Et ceux qui questionnaient, tout d'un coup, sont devenus complotistes, sont devenus édentés, sont devenus les ennemis de la nation, puis les ennemis du bien, puis les ennemis de ceux qui veulent sauver les vieux. Pourtant, avec le temps, on se rend compte que le vaccin n'empêchait pas la transmission, n'empêchait même pas d'attraper la maladie. Puis soi-disant que ça empêchait de mourir. Pourtant, il y a plusieurs personnes doublement et triplement vaccinées qui en sont morts. Fait que là, on peut se poser des questions? Oui, on peut poser des questions, mais à cette époque-là, on ne pouvait pas et ce n'était pas légitime de poser des questions. Donc, c'est quand même weird comme situation. C'est quand même weird comme observation factuelle de ce qui s'est passé dans cette période-là. Puis, ça, c'est vrai pour la COVID, mais c'est vrai pour plusieurs autres sujets. Plusieurs crises, Tout surtout. d'un coup, il y a des personnes qui vont devenir des persona non grata parce qu'ils ne pensent pas comme tout le monde, parce qu'il y a un discours dominant. Et si tu n'adhères pas les yeux fermés au discours dominant, ben tout d'un coup, tu es un trou de cul qui ne mérite pas d'exprimer son opinion. Donc, ce que vous reprochez surtout aux idées dominantes, c'est cet unilatéralisme-là ou ce fait-là où il semble pas y avoir de frontière entre scepticisme et complot, entre doute, questionnement et paranoïa. Il manque de gradation, si on veut, Oui, puis encore là, pourquoi démoniser l'adversaire, tu sais? Puis pourquoi ne pas répondre aux questions? Hmm, Pourquoi, tu sais, le doute, je veux dire, en science, c'est la base. Là, essentiel, ouais. mais tout d'un coup, le doute, c'est d'être méchant de douter. Tu sais. Et on, on supposait des intentions à ceux qui doutaient, au lieu de répondre, parce que c'est plus facile de démoniser quelqu'un qui doute que de répondre à son doute. Hmm. Parce que là, tu n'as pas besoin de répondre au doute, ou tu n'as pas besoin de répondre à l'affirmation, ou tu n'as pas besoin tu sais, il est démonisé, ça arrête là, le discours est fini, on n'en parle plus. Tu sais, on passe à autre chose. Tu sais.
C'est exagérément simpliste, effectivement. Là, c'est sain donc pour vous d'avoir au moins un débat, là, pas nécessairement de couvrir aveuglément les idées que prendre un autre camp, mais au moins d'avoir cette confrontation-là dans les médias traditionnels. Tout à fait. Puis encore là, tu sais, moi-même, je me suis fait traiter de complotiste. Tu sais, bon, euh, Mhm. J'ai entendu. j'avançais le doute que peut-être que le virus était sorti du laboratoire de Wuhan. Je me suis fait traiter de complotiste par un journaliste du journal Le Soleil, soi-disant spécialisé en journalisme scientifique, en me disant que je ne connaissais rien à la science et que je ne comprenais rien à la science. Alors j'ai répondu, toi, avec ton bac en géographie, tu penses que tu es plus scientifique que moi, là, tu sais. Pourtant, j'ai une maîtrise scientifique, puis j'ai fait mon cégep en sciences peu appliquées. Mais là, tout d'un coup, moi, j'étais anti-science, alors que j'émettais une hypothèse qui, 2 ans plus tard, semble être avérée. Tu sais. 2 ans avant, rien que de lever l'hypothèse, ça n'avait pas de bon sens. Puis tout ça, euh, ça en même temps, là, le questionnement, c'est plus payant. Les médias, ils vivent de scandales, d'images chocs, euh, de négatifs, tu sais, Sensationnel aussi, là. sensationnels, etc. Ça fait du clic. Tu sais. Fait que, puis en même temps, ben, il y a tout un mouvement qui est en train de. Là, on se rend compte qu'on appelle ça le slow web, justement en réaction tu sais, aux phrases de 3 lignes là, qui sont punch. Là. Ben, les gens veulent justement fouiller un peu plus, ils veulent un peu plus en savoir. Ce qui fait que les billets de blog plus longs, de 1500 mots, ont maintenant la cote comparativement aux billets de 500 mots. D'ailleurs, si on revient au blog, euh, autour des années 2005, il y a eu une guerre entre les blogueurs et entre la presse. Parce que les journalistes se faisaient demander par leur patron de commencer à faire des blogs, mais évidemment, ils ne voulaient pas les payer. Donc, les journalistes, avec raison, ne voulaient pas faire de blogs. Puis au même moment, tu avais des blogueurs qui faisaient des blogs gratis, qui n'étaient pas payés. Alors, les blogueurs, c'est des méchants voleurs de job qui voulaient voler la job des journalistes. Et souvent, dans des sujets très, très techniques, ben, c'est simplement des gens qui discutaient de leur spécialité et qui essayaient de vulgariser, d'intéresser le monde à leur sujet. Alors qu'en même temps, ben, tu avais des soi-disant journalistes spécialistes du sujet qui n'avaient jamais étudié le sujet, mais qui devenaient, parce que leur rédacteur en chef ont dit, toi, tu vas t'intéresser à telle affaire, ben, ils devenaient plus ou moins spécialistes du sujet à force d'avoir lu là-dessus. Tu sais. Mhm. Puis, en cours de route, ben, les blogueurs, c'était des méchants, les journalistes, c'était les bons. Puis dans ce temps-là, comment est-ce qu'un blog levait? Ben, c'était par ce qu'on appelait la percolation. Euh, Plus tu avais d'hyperliens qui menaient vers un blog, plus le blog était pertinent, plus il était pertinent, plus il était lu, plus il était lu, mieux il sortait dans Google. Okay? C'était ça un peu le principe. Avec les médias sociaux, là, c'était plus des hyperliens, ben là, c'est des likes. J'aime. Faire un j'aime, c'est facile. Faire un hyperlien, c'est plus long. C'est plus compliqué. Fait que là, on fait des j'aime, j'aime, j'aime. Puis évidemment, le négatif, il y a beaucoup de monde qui partage, puis qui partage le négatif. Donc là, il y a eu comme un chiffre de tendance. Au même moment, les médias ont commencé, au lieu d'avoir des blogs, on dit, ah, fuck les blogs, ils ne veulent pas faire des blogs gratis. On va engager des chroniqueurs. Alors là, tu as une multiplication des chroniqueurs et les chroniqueurs ne sont pas tenus par le code déontologique des journalistes, parce qu'ils ne sont pas journalistes, ils sont chroniqueurs, ils font de Ah ouais. l'opinion. La Euh, personnalité compte avant tout, là. c'est ça. Fait que là, tu as une multiplication d'opinions, mais tu as une diminution des faits bruts. Alors, tu sais, tout ça, ça a participé à la dérape journalistique qu'on peut observer. Mais évidemment, bon, tu sais, non, 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 le journaliste, tu sais, c'est comme être journaliste, c'est comme un statut social. Mais ça prend quoi pour être journaliste? Il y a bien des journalistes qui n'ont jamais étudié un journaliste de leur vie, là, tu sais. Ouais, c'est de la communication, là, ouais. Oh ouais, c'est ça. Tu sais, tu as un bac en économie, puis tu deviens journaliste économique. Tu sais, tu as un bac en whatever, puis tu deviens journaliste du whatever. Tu sais, bon, fait que c'est pas. Puis, encore là, il y a la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Si ils disent des conneries, tu peux toujours faire une plainte.
mais ils vont avoir quoi? Ils me tapent ses doigts, ils sont pas fins. Arrête de dire des conneries. Bon, tu sais, le risque n'est pas bien élevé. Pourtant, la diffusion et l'auditoire est énormément élevée. Et tu sais, les erratums là, dans les journaux, là, qui lit ça? Tu sais, puis ça se retrouve en page X que personne ne lit. Tu sais. Alors, le mal a été fait. En bas d'article, là. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est tout ça, là, tu sais. Il y a une évolution du web. Puis encore là, tu sais, on dit que tout ça, tu sais, la désinformation, puis nanana, c'est la faute du web. Mais on va rappeler qu'avant que le web arrive vraiment en force, tu avais les médias continus. CNN, RDI, LCN, bon, donc ça, la rapidité de devoir réagir et de devoir parler de nouvelles à répétition, ben évidemment, peut-être qu'il y a des bouts qui ont manqué. Hmm. Encore là, moi, j'ai fait une conférence à un moment donné sur l'évolution des médias et j'observais que les médias, parce que le fait journalistique n'a plus de valeur. Tu sais. Euh, Israël qui traverse pour entrer au Liban, ben là, en dedans d'une heure, tout le monde sur la planète est au courant. Donc, Israël envahit le Liban, ben, c'est ça qui rapporte. Par contre, pourquoi Israël est rentré dans le Liban? Quel est l'impact économique? Pourquoi les Libanais continuent d'affronter les Israéliens? Bon, ben là, on se rend compte que les journaux comme The Economist, des revues comme The Economist sont en croissance fulgurante, tandis que certains autres médias sont en perte de vitesse. On se rend compte aussi que l'information On veut de hyper l'analyse. locale est intéressante. Tu sais, si on regarde l'information au Québec, l'information est très montréalisée. Tu sais, on va parler du blocage des rues à Montréal, mais le blocage des rues à Sherbrooke, on ne parle pas de ça au niveau national. Ce qui se passe au lac Saint-Jean, aucun C'est intérêt. vrai. Puis souvent, quand on va décrire les régions, ben, on va les décrire comme des pecnos racistes et homophobes, alors que la réalité est que c'est souvent Montréal qui est raciste et homophobe. À Ben, Sherbrooke, je peux vous garantir on est quasiment une figure de proue en la matière, là. Je sais que vous enseignez à l'université, mais il y a tout un bastion à Sherbrooke souvent qui est très diversifié, qui est très. oh oui, mais tu sais, regarde, le premier maire qui a été élu noir, c'est en Abitibi. Ben, premier député gay sur Lac-Saint-Jean. Première mairesse trans, c'est sa rive sud de Montréal. Premier couple gay dont un des deux est maire, c'est au centre du Québec. Premier député africain, c'est dans le bas du fleuve. Tu sais, mais c'est Montréal qui est pur, tu sais. Tout à fait. Tu sais, puis moi, j'habite ici, là, à côté à Rawdon, il y a 52 nationalités différentes. Hmm. L'Abitibi, le deuxième bord gay au Québec, c'est en Abitibi. Et l'Abitibi, tu arrives sur un coin de rue, puis tu as 4 églises différentes. Tu sais. Puis l'Abitibi a été peuplé d'immigrants qui voulaient travailler au Canada, puis qui ont été envoyés en Abitibi pour les mines. Fait que là-bas, en Abitibi, d'être de souche, c'est presque la minorité, tu sais. Alors, mais pourtant, l'Abitibi est raciste et homophobe, tu sais. Fait que, tu sais, puis, Ça manque de nuance, ça, clairement, là. fait que, Mais bon, ce phénomène-là, donc, c'est un peu de l'altérité, là, donc de voir que d'un côté, il y a des bons, de l'autre côté, il y a des mauvais. Vous le reprochez, de ce que je comprends, aux chroniques d'opinion, donc dans le fait social que dans la plupart des journaux, là, on pense aux principaux, c'est-à-dire, bon, il y a le Journal de Montréal, il y a La Presse, il y a Le Devoir. Euh, tous ces journaux-là misent un peu sur l'opinion de leurs chroniqueurs, là. Tu sais, on a les chroniqueurs vedettes dans chacun, là. Puis, mais c'est un phénomène qui est nord-américain, là. C'est la même chose aux États-Unis, là. C'est pas strictement québécois, là. C'est un glissement de journalisme, qu'on pourrait dire, pur, tu sais, old school, à, euh, à de l'opinion jusqu'à la fin des temps, tu sais. il existe un peu Pas moins que, ça. je dis pas que c'est nécessairement mauvais. J'observe ce glissement-là, là, tu sais. Puis aussi, ben, tu sais, je parlais du web en temps réel. Ben là, il y a aussi les nouvelles en temps réel. Puis ça, ben, ça n'aide pas d'avoir le recul et ça n'aide pas d'avoir justement de prendre le temps. Tu sais, d'ailleurs, une chose qui m'avait impressionné à un moment donné sur Twitter, j'avais été suivi par ECNN.
Puis ça, c'était International Desk CNN. Alors, CNN essayait de suivre du monde un peu partout sur la planète pour, au cas où il arrive une crise dans un endroit où ils n'ont pas de correspondants, mais peut-être qu'ils pourraient avoir des correspondants qui pourraient leur dire réellement qu'est-ce qui se passe à telle place. C'était quand même intéressant là, comme innovation. Puis, tu sais, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle internationale? Pas grand-chose. Puis, quelle est la vision qu'on a des nouvelles internationales? Encore là, très, très orientée politique étrangère du Canada. Tu sais, c'est quoi qui se passe en Ukraine? Il faut, Supposément que ça va mal pour les Russes. Bon, faut être assez informé pour pouvoir, c'est ça, là, lire plusieurs sources qui viennent de plusieurs endroits sur la planète. et voilà. Puis là, si on lit la télévision chinoise, si on lit Russian Television, si on lit Al Jazeera, d'un coup, on se rend compte que économiquement, les Russes, tu sais, supposément, là, toutes les barrières économiques qu'on les a mis, ça n'a pas l'air de les avoir embêtés trop trop, même qu'au contraire, le PIB russe est en croissance, alors que le PIB de ceux qui ont mis des sanctions économiques à la Russie est en décroissance. Weird, tu sais. Mais ça, est-ce qu'on en parle vraiment dans nos médias? À ce que je cherche, pas bien, bien. Ah ouais, c'est affiché. Pourtant, quand tu regardes d'autres médias de d'autres places sur la planète, ça va pas si mal que ça pour les Russes, là, la guerre en Ukraine. Même qu'économiquement, ça a l'air d'être payé en crime, là, tu sais. Euh, Tu sais, là, il y a BRICS qui est en train de lever et qui veut faire une contrepartie au Fonds monétaire international et au contrôle américain de la monnaie internationale. BRICS, ils veulent sortir leur monnaie, ils valorisent les échanges. Puis là, BRICS, il y a plein de pays soi-disant alignés sur l'OTAN qui sont en train de changer de camp. Euh, on n'en parle pas bien dans nos médias non plus, là, tu sais. Mais Donc, pour est-ce qu'il y a plutôt comme une omission de fait, pas tant que les faits sont mal rapportés, mais qu'on omet d'en préciser certains à notre bénéfice? tout à fait. Tu sais, on était scandalisés là, que la Russie condamne les médias occidentaux puis chasse les journalistes occidentaux. Pourtant, on a chassé les médias soviétiques avant même qu'eux chassent les nôtres. Tu sais. Euh, et bon, on s'en prend aux athlètes soviétiques. L'athlète, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Là, tu sais, C'est plutôt les leaders qui sont responsables, là. mais bon, tu sais, c'est l'époque où on est là. Tu sais, C'est symbolique condamner les oh, athlètes, je pense. Puis bon, donc avec ce qu'on constate avec quelques minutes de discussion, c'est que bon, vous parliez donc du slow web, donc du web en temps réel. Ça mène évidemment à des bulles, à des chambres d'écho, c'est à peu près, je résume, là. Puis on peut justement, là, on est plus porté à adhérer si on a des biais de confirmation, donc aux idées auxquelles on croyait déjà. Puis les nouvelles sont rapportées rapidement puis très succinctement. C'est à peu près ça. Donc ça peut mener peut-être à des déformations de propos, de ce que je comprends, parce qu'on rapporte, sorti de son contexte, quelques mots, quelques citations, puis on les rapporte rapidement, fait qu'il n'y a pas de recul. Je veux faire le pont avec une comparaison que vous avez reprise, qui a quand même été controversée, là, qui a été peut-être déformée aussi la semaine dernière ou celle d'avant, je me souviens pas trop, avec la comparaison que vous avez soutenue entre Drag Queen et Blackface. Est-ce que vous jugez que certaines personnes, en la rapportant, sont allées trop loin? Puis encore une fois, est-ce que le propos a été bien rapporté ou il a été déformé? ben, il a été déformé parce que qu'est-ce que je disais avant de faire cette comparaison-là? Et je n'ai pas fait la comparaison, j'ai soulevé la question. OK. Et j'ai fait un parallèle, puis c'est même pas un parallèle, je veux dire, c'est la réalité. Le blackface est apparu en même temps que le drag aux États-Unis en 1820 chez les Ménestrels. OK? Ben, d'abord, le blackface est apparu. Pas longtemps après, c'est on pourrait appeler le woman face qui est apparu. Mais ce qui a vraiment choqué Mme Laurent, c'est justement ce que je disais avant. Ce que je disais avant, ben, ça détruisait un peu toute la vision anticolonialiste occidentale.
je rappelais que l'esclavage, ben, c'était d'abord des Noirs côtiers qui allaient chercher des Noirs plus à l'intérieur des terres, qui étaient des peuplades agraires, pour les vendre aux Espagnols, aux Britanniques, puis aux Français. Alors, ce sont les Noirs eux-mêmes qui ont participé, qui étaient les premiers participants de l'esclavage. Et j'ai rappelé que les Japonais ont pris des Coréens comme esclaves, que les Chinois ont pris différentes peuplades comme esclaves, que les Arabes, encore au moment où on se parle, ont des marchés d'esclaves. Alors, quand on dit que les Occidentaux, ce sont les méchants esclavagistes, c'est une grossière exagération parce que l'esclavage, même les Amérindiens, même les Mohawks, les Hurons faisaient de l'esclavage. Alors, c'est vieux comme le monde. Tous les peuples sont coupables de ce crime épouvantable-là qu'est l'esclavage. Et tous les peuples sont aussi criminels du racisme. Bon, fait que, tu sais, de dire que ce n'est que l'homme blanc occidental qui est le méchant, ben, historiquement, c'est faux. C'est Euh, c'est utilisé pour se déresponsabiliser aussi à quelque part, peut-être. Peut-être, mais bref, bon, tu sais, bashing de Michel Blanc, ça fait les médias, puis c'est le fun, tu sais, puis la réalité aussi, c'est qu'on ne le dira pas, là, moi, quand j'étais en politique, là, j'étais le premier transministrable. Fait que c'est sûr qu'on ne pouvait pas m'attaquer sur ma transidentité. On m'a attaqué sur un petit paquet d'affaires qui n'avaient pas rapport, sans jamais parler de ce pourquoi je me suis présenté, c'est-à-dire mon plan numérique pour le Québec. Mhm. On n'a pas discuté, on n'a pas dit que c'était mauvais ou que c'était bon, on n'a pas critiqué, on n'a pas pris le temps d'analyser ce que j'avais apporté, on a détruit ma personne. Alors, ça a été une job de démonisation de la personne. Euh, Diffamatoire un peu. bon, est-ce que c'est une forme de transphobie? Ben, je vais quand même rappeler qu'il y a eu une couverture médiatique à Québec, en Beauce, à Trois-Rivières, puis à l'international. Puis ailleurs qu'à Montréal, on me présentait comme la grande spécialiste du numérique qui sait de quoi qui parle. À Montréal, j'étais la candidate transsexuelle capotée qui dit n'importe quoi. Alors, bon, tu sais, ça, c'est des faits. Maintenant, c'est quoi l'interprétation des faits? Ben là, évidemment, on peut penser à la transphobie, on peut penser tout simplement qu'on m'aime pas la face, ou que j'ai trop une grande gueule, ou que j'ai une personnalité qui plaît pas. Pourtant, avant de changer de sexe, j'ai été très longtemps au Canal Argent, j'étais dans les affaires, j'étais au Canal Vox, et à cette époque-là, alors que j'étais un homme, Michel Blanc, c'était la grande spécialiste qui sait de quoi il parle. J'étais régulièrement invité à LCN, à RDI pour commenter les phénomènes numériques. Après mon changement de sexe, ben, on m'invite pour parler de transsexualité. Alors, c'est comme si j'avais perdu mon expertise entre le moment avant et après. Et en plus, après, là, tout d'un coup, j'ai un paquet de défauts qui apparaissent qui n'étaient pas là, soi-disant, avant. Bon, c'est 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 des drôles de hasard. Hein? effectivement, oui. Puis que ce soit, là, comme vous dites, transphobique ou ben, transphobe ou On même pas la face, mettons. Tu sais, bon. c'est ça, ben, le résultat est le même de toute manière. Le Ouais, résultat est le c'est ça. Je veux dire, regarde, je vais laisser un doute, là. Peut-être que c'est d'autres choses qui n'ont pas rapport, là. Peut-être que je ne suis pas de mon temps et que, bon, on n'aime pas. OK? Bon, regarde. même. Je vous rassure. OK, donc pour poursuivre là-dessus, donc je comprends un peu mieux votre vision des choses. Je tenais à l'avoir parce que je l'avais pas entendu. J'ai comme, tu sais, en faisant des recherches justement, constaté qu'on vous qualifiait par moment, là, surtout dans des tweets là, où qu'on vous reprochait d'être un peu complotiste, même qu'on associait vos intentions à la droite radicale. Évidemment, je ne veux pas vous prêter d'intention, fait que j'ignore si c'est vrai ou non. Mais je me demandais ce que vous rétorqueriez à ces gens-là sur le Ben, premièrement, complotisme. qu'est-ce que la droite radicale? Tu sais, à un moment donné, justement, en période électorale, j'ai été photographié à côté de quelqu'un qui était photographié à côté de quelqu'un qui, soi-disant, était de la droite radicale. Alors, par association, parce que j'ai été photographié à côté de quelqu'un qui avait précédemment été photographié à côté de quelqu'un d'autre, je suis de droite radicale. Là, j'ai dit, si je suis photographié à côté du Père Noël, est-ce que ça fait de moi un lutin? Tu sais, voyons, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Après ça, oui, j'ai des idées conservatrices, mais on s'entend que pour la gauche, tout ce qui est à droite de la gauche, c'est de la droite radicale. Donc, non, je ne suis pas de la droite radicale. J'ai même, à un moment donné, je me suis obstiné avec certains de mes collègues au PQ, puis ils me disaient, finalement, Michel, tu es pas mal plus à gauche qu'on pensait, tu sais. Alors, ça dépend à qui tu parles.
je suis pour des programmes sociaux, je suis pour qu'on aide les personnes handicapées, je suis pour qu'on aide, je suis pour le bien-être social, je suis pour un paquet, je suis pour la social-démocratie, mais évidemment, je suis pour un contrôle plus serré de l'économie, je suis pour le développement économique, je suis pour une diversification des sources d'énergie. Puis bon, ben, tu sais, en même temps, je suis contre les woke, mais ça fait de moi quelqu'un d'extrême droite, j'en doute. Moi, je me suis Quel jamais. est l'argument contre le wokisme? Je me doute de la réponse, Ben, il y mais en a plusieurs arguments contre le wokisme. D'abord, c'est une réécriture de l'histoire qui n'a pas de bon sens. Après ça, c'est une victimisation éternelle et une culpabilisation éternelle. Moi, écoute, j'ai quand même eu 5 dossiers criminels dont j'étais la victime. Donc, je suis une victime, mais je ne me victimise pas jusqu'à la fin des temps. Puis, c'est pas de la faute de la société si je suis une trans, alors je ne commencerai pas à culpabiliser la société. Je suis contre le fait qu'on change papa, maman pour parent 1, parent 2. Moi, je suis contente que mon petit-fils m'appelle grand-maman. Puis moi, je me considère comme une femme, bien que j'ai été une des premières trans à être autant médiatisée. Ben, c'est sûr que je vais être une trans pour le reste de mes jours. Mais moi, dans ma tête, puis dans mon environnement, les gens ils me considèrent comme une femme. OK, je suis une femme un peu masculine, j'ai une voix qui détonne un peu. Puis, il y en a des femmes qui sont masculines, puis qui détonnent. Fait que c'est ça, tu sais. Puis je ne me considère pas non-binaire. Puis tu as le droit de te considérer non-binaire, c'est bien correct, tu sais, mais d'obliger le monde à changer tu sais, l'écriture épicène, hey, c'est quelle connerie. Mais rien que le fait de le dire, ça fait de toi quelqu'un d'extrême droite. C'est un peu rapide comme jugement. Puis c'est ça, tu sais. Puis, moi, je nuis à la cause. Excuse-moi, là, moi, ça fait 15 ans que je milite pour la cause. Toutes les semaines, j'ai des courriels de personnes qui cherchent des ressources pour leur enfant qui est trans ou pour leur frère ou leur sœur ou leurs parents qui ont changé de sexe, qui veulent savoir comment faire. Je les aide. J'ai poussé pour que le gouvernement paye pour les chirurgies génitales. J'ai d'ailleurs été la première que le gouvernement a payé pour la chirurgie génitale. J'ai milité en crime. Puis, j'ai pas fait d'argent avec ça. Puis, le fait que je parle de ma transsexualité, ça m'a pas aidé. Ça a nuit à ma business. Même qu'il y a du monde qui me dit, « Ah, toi, tu as du succès parce que tu as changé de sexe. » Je réponds, « Ben, regarde, si tu penses que c'est ça la solution, hésite pas, fais pareil, tu sais. » Fait que, tu sais, que je sois contre la communauté LGBT, ne pense pas. Que je sois contre les exagérations de la communauté LGBT, certainement. Moi, je préfère l'approche Martin Luther King qui valorise le dialogue, qui valorise les changements, idéalement dans la paix, à celle de Malcolm X qu'on fasse dans le tas, puis on force le monde à nous accepter. Tu ne peux pas forcer le monde à t'accepter. Tu peux agir et puis tu peux démontrer que tu es acceptable. C'est ce que je tente de faire en ayant une vie saine, en étant en couple depuis bientôt 29 ans avec une femme qui m'a connu avant même que je change de sexe. Pendant été 10 ans, un couple hétéro. Tout d'un coup, je change de sexe, puis elle devient lesbienne par association. Tu sais, fait que, on a vous avez beaucoup. même pavé la voie là, pour cette cause-là, en quelque sorte, là, au Ben, Québec. j'ose le croire, mais il y en a qui disent que non, que c'est les nouveaux LGBT là, qui rajoutent des lettres au bout puis qui font des demandes excessives, c'est eux qui ont raison, tu sais. Quelles sont ces demandes excessives-là? Ouais, par C'est des exemple, demandes validées. on va avoir des toilettes trans. Voyons donc. Tu sais, moi, je ne veux pas avoir des toilettes trans. Là. Je vais aller aux toilettes parce que ça me tente d'aller et que tu me crisses la paix. Tu sais. Voyons, pas besoin de rajouter des dépenses pour faire des trans. Oui, je suis pour que, encore là, on peut facilement changer de nom sans avoir d'opération, sans. Oui, d'accord. Mais là, te considérer une femme alors que tu as encore un pénis, que tu as encore des hormones masculines, puis qu'on te mettrait dans une prison de femme parce que tu dis que tu es une femme, ben non. Fais le processus, change de sexe. Quand tu seras rendu au sexe et destination, tu seras traité comme le sexe et destination. Bon. Puis encore là, pour faire le changement de sexe, ben, il devrait y avoir un processus. C'est un changement irréversible. Donc, va voir des psychologues. Assure-toi que tu n'as pas une psychose par-dessus ça qui te fait croire que tu serais le sexe opposé. Puis après ça, ben, fais les étapes.
Mais là, c'est rendu que même des adolescents peuvent dire ah, moi, je suis l'autre sexe, puis let's go, on commence le processus. Non. Il faut qu'il y ait un suivi psychologique. Il faut que ça soit encadré et il faut limiter les faux positifs parce qu'on s'entend que moi, quand j'ai fait mon changement de sexe, là, à l'époque, ceux qui regrettaient après le changement de sexe, on parlait de 3%, ce qui est quand même minime. Aujourd'hui, je ne sais plus le pourcentage, mais mon feeling, c'est qu'il est pas mal plus élevé. Mais justement, parce que ça se fait peut-être à la va-vite, puis qu'il y a pas mal des étapes de sauter, puis que tout d'un coup, c'est comme je regarde une vidéo YouTube, hey, changer de sexe, ça va régler tous mes problèmes. Non, changer de sexe, ça va créer des problèmes à ceux que tu as déjà. Fait que ça ne réglera pas tes problèmes. Si tu penses que c'est ça la solution, ça ne va pas bien. T'sais. Fait que, tu sais, tout n'est pas simple. T'sais. Mais on n'a pas le temps d'écouter, on n'a pas le temps de comprendre, on n'a pas le temps de voir un autre point de vue, on n'a pas le temps de. On veut, tu sais, il faut que ça aille vite, là. Puis, Oui, c'est ça la société, hein, c'est pas d'approfondir ou. ouais, puis tu sais, un sujet qui punch, puis, tu sais, Michel Blanc, c'est une crise de folle. Ah, ça c'est bon, let's go. Tu sais, ça clique, ça clique, ça clique. Est-ce que vous avez déjà senti votre liberté d'expression un peu lésée, un peu mise à mal avec ce Oui, genre de. ah Ouais. oui, je veux dire, le fait que je sois moins invité dans les médias, déjà, on s'entend que c'est une manière de censure. Deux, je me suis censuré moi-même. Après la période électorale, j'ai tellement mangé une claque. Tu sais, j'avais besoin là, de me calmer, là, puis j'avais besoin de respirer, retourner en thérapie, digérer la blessure. Puis après ça, ben, regarde, non, je suis comme je suis rendu à l'âge où tu sais, j'ai plus à tenter de prouver quoi que ce soit. Là, et j'ai à être moi-même. Puis je sais que ça ne fait pas leur affaire, ben, c'est plate pour toi. Ça vous regarde pas, c'est ça. C'est ça. Donc, je vois le temps filer un peu, je ne veux pas vous retenir, là, mais la question qui, Tu? ouais, qui conclurait un peu c'est ça, l'entrevue, ce serait, est-ce que, bon, c'est sûr que mon travail va porter un peu tout de même sur le conspirationnisme, voir quels effets ça a ou quels effets ça n'a pas, c'est déconstruire les mythes et tout ça. Euh, ben, est-ce que nous sommes un peu tous conspirationnistes, ou du moins, tu sais, je comprends qu'il y a des questionnements qui sont extrêmement légitimes sur les mesures qu'il y a eu, duquel la plupart des gens devraient, auquel la plupart des gens devraient adhérer. Mais est-ce que pour vous, nous sommes un peu tous conspirationnistes? Ben, si vous êtes moindrement intelligent, ben encore là, conspirationniste, c'est une insulte. Okay? Chercheur de vérité, c'est une insulte. Pourtant, Platon, c'est un chercheur de vérité. Hein? Alors, oui, pour le questionnement, oui, pour la réflexion, oui, pour l'avis contraire, oui, pour les débats. Alors, si ça, c'est d'être conspirationniste, ben, je suis On l'est conspirationniste. tous. Ouais. Alors, bon, Fait que c'est ça a été, c'est ça, on a dénaturé l'adjectif qui, à la base, peut-être se collerait plus à des théories farfelues, là, comme les reptiliens, là, puis peut-être les Illuminés de Bavière, puis des choses qui sont peut-être un petit peu plus absurdes que la COVID-19 ou autre. ben, tu sais, la Terre plate, ça a été la vérité pendant des Un millénaires. siècle, là, ouais. OK? Puis tout d'un coup, quand on a parlé du modèle héliocentrique, ben là, l'Église s'en est mêlée, puis tu sais, là, il y en a qui sont morts au bûcher, là, tu sais. Mhm, tout à fait. Alors, c'était des conspirationnistes. Bon, puis l'innovation, peut-être, vient justement du questionnement, puis ben, tu sais, si on valorise le fait d'arrêter de questionner, ça va pas bien, là, tu sais. Il n'y aura plus de progrès, là. Ben non, tu sais, parce que là, on s'entend que le statu quo, bon, statu quo, ça, c'est pas l'avancement, c'est pas l'innovation, c'est pas, tu sais, donc tous ceux qui innovent un peu, à quelque part, c'est des conspirationnistes, tu sais. Ouais, c'est ça, ça devient problématique, puis ça étiquette Ouais, inutilement, peut-être. ça dévalorise, puis ça censure, puis ça l'aide pas.
c'est un prétexte un peu aussi pour discréditer son adversaire idéologique, là, Oui, oui. peut-être. OK. Bon, ben, merci beaucoup de votre parole. Je vais cesser l'enregistrement de mon côté parce que Puis, mes questions ont été répondues. merci de tes questions, qui sont des questions importantes. Bravo. Merci. Pour un étudiant de cégep, je pense que tu as un bel avenir. Continue de questionner, puis continue de, 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 de- de mettre en parallèle les deux aspects d'une réalité pour essayer de trouver une vérité qui serait à quelque part au milieu, tu sais. Ben, c'est mon but de jamais me laisser tenter par un extrême ou l'autre, on dirait. Je pense qu'il n'y a rien de positif là-dedans, puis que ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus sain en démocratie, si on veut la préserver, du moins, c'est d'essayer de comprendre les deux côtés d'une même médaille, puis de faire la part des choses. Puis Oui. c'est ça. Oui, puis même que je dirais une médaille a trois côtés, parce qu'on oublie souvent l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, déjà, Elle peut être plus ou moins large, là, selon ah le. ouais, c'est parce que la médaille est quand même 3D. Oui, tout à fait. Non, vous avez raison. Alors, merci à toi. Merci beaucoup. Puis bonne chance dans la poursuite de tes études ou de ta carrière si tu finis là. Puis au Non, je plaisir, me rends à l'université par après. bon, ben, au plaisir de te recroiser un de ces jours et peut-être même de te serrer la main en personne. C'est vrai? Ben, si je me rends à l'université de Sherbrooke, hein, donc peut-être que si vous enseignez toujours, là, je vous croiserai. Ben, ça me fera plaisir. Je te paye Merci. le café. Ah, ben c'est gentil, vous n'êtes pas obligé. Merci beaucoup de la conversation, Je hein. ne le ferai pas par obligation, je le ferai par plaisir. Ah, c'est gentil. Vous êtes franchement gentil. Je suis content d'avoir pu découvrir là, la personne derrière la figure médiatique, là. Ça m'a permis peut-être d'en découvrir un peu plus, puis de pouvoir étayer certains propos ou même préjugés qu'on peut avoir sur vous. Fait que c'est pertinent puis très utile pour ma recherche, là, franchement. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi, Alexis. Bye bye. Merci à vous. Au revoir.